Après avoir évoqué Pierre Spicre, cet artiste actif entre Dijon et Beaune entre 1470 et 1478, et auteur des cartons de la tenture de la vie de la Vierge conservés dans la collégiale de Beaune, nous poursuivons notre déambulation en Bourgogne. Seulement nous allons faire un saut temporel de près de 100 ans et légèrement aller au nord de Beaune, en Ossois, entre Montbard et Semur, en évoquant une famille de peintres active entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, les Ménassiers. Nous sommes ici à Saint-Martin-en-Bresse, au sud de Beaune, à une trentaine de kilomètres, devant un tableau d'André Ménassier daté de 1602, Le Christ à la femme adultère. Avant d'évoquer précisément ce tableau, qui est intéressant à plus d'un titre, il convient de faire une introduction sur les Ménassiers et de les replacer à l'échelle de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, et surtout à l'échelle du territoire. Donc les Ménassiers sont actifs entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Mais le nom Ménassier n'est pas du tout inconnu en Ossois, notamment vers Semur, dans ces années-là. On connaît notamment un Nicolas Ménassier, qui est drapier, documenté vers 1543, ou encore un Jean Ménassier, ferronnier. Le premier Ménassier peintre, c'est André. Il est documenté à partir de 1589, bien que son œuvre la plus ancienne soit datée de 1587. Les Ménassiers peintres sont quand même connus, même s'ils ne sont pas passés à la postérité. Anthony Blunt, notamment, ce grand historien de l'art anglais, spécialiste de Poussin, évoque André Ménassier dans un ouvrage en 1953, l'évoquant comme le peintre des peintures murales de la chapelle du château d'Ancilfranc et aussi d'un tableau à Semur en Ossois. Les Ménassiers ont également été évoqués en 1990 par Marguerite Guillaume, alors conservatrice au musée des Beaux-Arts de Dijon, dans le cadre de l'exposition La peinture en Bourgogne au XVIe siècle. Enfin, il y a 2 ans, nous leur avons consacré un article assez long, fruit d'un travail de recherche de plusieurs mois, en Bourgogne, en Ossois, à la rencontre de maires, et nous avons pu photographier des tableaux, soit pas photographiés, soit qui n'étaient pas photographiés depuis 60 ans, dont nous avions que des photos en noir et blanc de très mauvaise qualité. Donc le premier des Ménassiers, André, est connu à partir de 1589 dans les documents, mais 1587 du point de vue des œuvres. La première œuvre, il s'agit d'une dispute du Saint-Sacrement, aujourd'hui conservée dans la collégiale de Semur en Ossois. Et ici, nous entrons plein pied dans l'art des Ménassiers et le dossier Ménassier, puisque cette composition reprend, sans la modifier, une composition de Federico Zuccaro, grand peintre italien de ces années-là, connu par une gravure de Cornelis Cort. Pour cette composition, André Ménassier ne change rien, et il signe son œuvre, c'est-à-dire qu'il met André Ménassier de Montbard à Fay en 1587, en sachant que c'est la composition d'un autre. Et avant d'évoquer cet aspect-là, qui va revenir à de nombreuses reprises, si ce n'est systématiquement dans le dossier Ménassier, il convient de dire qu'à cette époque-là, le statut du peintre n'est pas du tout le même que par exemple au XVIIe siècle, que celui que pourra avoir un Nicolas Poussin. Le peintre est un artisan, et bien qu'il reprenne des compositions très connues sans les modifier et qu'il signe, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, avec notre vision actuelle, on peut se dire c'est un copieur, c'est le cas. C'est un copieur, il reprend une grande composition connue, il la copie, il la signe, ça lui pose pas de problème. Mais l'époque est différente. Donc c'est important de préciser ce statut de l'artiste à cette époque-là, puisque c'est l'essence du dossier Ménassier. Mais André Ménassier ne s'inspire pas que de gravures. L'année suivante, en 1588 donc, il compose un mariage mystique de Sainte Catherine qui s'inspire, qui copie, pour le dire clairement, directement une composition très célèbre à l'époque de Fra Bartolomeo qui aujourd'hui est conservé au Louvre. Ce tableau, dès les années 1512, est en France, puisque Fra Bartolomeo le peint en 1511 et l'offre à Jacques Hureau, qui est nommé évêque d'Autun l'année suivante. Et ce tableau est intéressant à évoquer puisque c'est l'un des tableaux italiens présents en France de manière précoce au début du XVIe siècle, qui est le plus copié, y compris au XVIIe siècle. On peut notamment évoquer un tableau conservé à Champignol-les-Mondeville, en Champagne, qui reprend, sans presque la modifier, la composition de Fra Bartolomeo, mais qui en change l'iconographie, ce que ne fait pas André Ménassier ici. Le tableau de Champignol-les-Mondeville est en fait une lactation de Saint-Bernard, puisque nous sommes en Champagne, à côté de Clairvaux, donc Bernard de Clairvaux, l'iconographie de la lactation de Saint-Bernard fait sens. Pour son tableau, André Ménassier ne change rien. Ce tableau, qui aujourd'hui est conservé à Saulieu, à l'hôpital, reprend très clairement les traits de Fra Bartolomeo. La seule différence, c'est que la qualité est évidemment inférieure et on reconnaît bien le canon Ménassier et la manière un peu gauche.
Et encore une fois, André Ménassier a signé sans évoquer la composition à laquelle il renvoie directement. Donc on a la signature André Ménassier de Montbard a fait en 1588. Mais l'artiste est visiblement très demandé à l'époque par les commanditaires locaux, y compris très importants, puisqu'en 1596, il travaille sur le chantier, très important, du château d'Ancy-le-Franc. André Ménassier est chargé de peindre le programme décoratif de la chapelle. Une fois encore, il renvoie directement à des compositions connues par la gravure, et notamment à des compositions des deux flamands célèbres, Jan et Raphaël Sadler. L'iconographie est assez complexe et assez peu commune, c'est la vie des pères du désert. André reprend, une fois encore, les compositions des Sadler et les peint sans presque les modifier. La seule différence, c'est qu'il va peindre également les niches en trompe-l'œil en dessous, qui là ne renvoient à rien de vraiment spécifique. Et on en reparlera plus tard dans la deuxième partie de cette vidéo, consacrée à la question de l'atelier d'André Ménassier. Et ce jeu de chercher les références d'André Ménassier, on peut le faire sur tous les tableaux connus, y compris sur ceux qui sont passés sur le marché de l'art, puisqu'il y en a eu. Là, on a parlé de tableaux qui sont conservés in situ, donc en Bourgogne, et pour Ancy-le-Franc, on est sur des peintures murales. Mais on peut notamment évoquer une résurrection de Lazare, qui a été vendue chez Christie's il y a quelques années, dont la composition est une copie directe d'un grand tableau de Sebastiano del Piombo, donc grand peintre italien, conçu entre 1511 et 1512 pour Jules II de Médicis. Ce tableau est aujourd'hui conservé à la National Gallery de Londres. Et puis, nous pouvons évoquer le tableau qui est juste derrière moi, qui est vraiment l'apothéose de la manière Ménassier. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que là où André, dans ses compositions précédentes, a une source d'inspiration et la copie sans la modifier, ici, il a 4 sources d'inspiration. C'est-à-dire que si on prend la scène principale, à savoir le Christ et la femme adultère, juste ici, on peut déceler un souvenir de l'art italien et notamment du maniérisme. Pour ça, il suffit de regarder notamment l'épaule du Christ, extrêmement musculeuse, et le canon de la femme adultère, également très musculeux avec des bras disproportionnés. Un cou très allongé également, qui peut renvoyer de manière très lointaine, certes, à l'art de Parmigianino, mais ça c'est pour le côté italien. On a aussi évidemment une inspiration flamande, puisque comme d'habitude, il mélange tout, il mélange toutes les influences. Si on prend le paysage architecturé derrière, néo-antique, qui renvoie à l'Antiquité, ici André est allé le piocher dans une gravure, Saint-Pierre guérissant le boiteux, d'un flamand, Lambert Suavius. Donc il ne garde pas la thématique principale, puisque son tableau ici c'est le Christ et la femme adultère, mais il reprend toute l'architecture sans la modifier. Ça c'est pour construire toute sa composition, mais il y a un peu d'anecdote dans ce tableau également. C'est-à-dire que si on prend ce gros personnage joufflu à droite de la composition, qui d'ailleurs semble regarder en dehors du cadre, on se demande ce qu'il regarde d'ailleurs, on peut également se demander si le tableau n'a pas été coupé, mais vraisemblablement non. Ce personnage provient d'une planche qui, dès l'époque, est très célèbre, d'un autre flamand, Lucas de Leyde. Cette planche, c'est l'Ecce Homo, qui a été largement diffusée, qui est une des compositions les plus célèbres de Lucas de Leyde. Ici, il prend juste ce personnage. C'est-à-dire qu'on est vraiment au registre de l'anecdote, puisque ce personnage ne sert absolument pas l'iconographie et la scène principale. Et en plus, il le met à l'extérieur, presque à l'extérieur du cadre, c'est-à-dire que son bras gauche, sa main gauche est coupée. Alors certes, encore une fois, il y a le cadre de l'œuvre qui masque vraisemblablement 5 à 10 cm de composition. Et si on change de côté, également, il allait piocher un seul personnage dans une composition d'un artiste italien qu'il a déjà utilisé, Federico Zuccaro, une composition qui a été copiée, gravée par Cornelis Cort, Moïse et Aaron devant Pharaon. Donc là, de cette gravure, il prend juste le soldat, qui est tout à fait à gauche, qui lui aussi est très serré au niveau du cadre. Alors, ce cadrage, ça ne veut pas forcément dire que l'œuvre a été coupée. Il faut juste rappeler qu'au XVIe siècle, les œuvres ont des cadrages plus serrés aussi, potentiellement. Si on prend des œuvres de l'école de Fontainebleau, souvent, les cadrages sont extrêmement serrés sur les personnages. Et notamment, on a des cas, au musée du Louvre, de tableaux qui, au XIXe, ont été agrandis pour faire respirer la composition. Donc ce côté cadrage serré n'est absolument pas un cas unique et ne pose fondamentalement pas la question d'une modification structurelle de l'œuvre. Et le fait qu'il ait utilisé cette gravure, Moïse et Aaron devant Pharaon, donc d'après Zuccaro, est très intéressant, puisque
15 ans plus tard, son fils, Claude Ménassier, va réutiliser encore cette gravure, mais pas pour le même élément. À Arnay-le-Duc, à 30 km au nord de Beaune, l'église conserve un tableau, le Martyr de Saint-Laurent, de Claude Ménassier, daté de 1612. Ce tableau, pour son thème principal, s'inspire d'une composition de Titien, donc conservée à Venise et faite pour Venise de toute manière, copiée encore une fois par Cornelis Cort, qui a travaillé directement avec le maître à Venise pendant presque 2 ans. Pour ce tableau, Claude reprend le Martyr de Saint-Laurent de Titien, mais juste vraiment en ciblant le Gril et Saint-Laurent, puisque la composition de Titien est énorme et laisse beaucoup de place au ciel et à d'autres éléments. Ici, le tableau est réduit, il doit faire 1 mètre sur 2. Le cadrage est encore une fois très serré d'ailleurs sur le Martyr de Saint-Laurent. Mais à gauche du Gril et de Saint-Laurent, il va placer des éléments directement issus de la composition Moïse et Aaron devant Pharaon, d'après Zuccaro, par Cornelis Cort. Donc c'est très intéressant de voir cette idée de réutilisation de même composition, même à 15 ans d'intervalle. Mais finalement, ça fait sens puisque dans l'atelier familial, ils ont des recueils de gravures qu'ils réutilisent et ils piochent dedans en fonction des commandes. Et ce tableau, finalement, est très intéressant puisqu'on voit bien qu'il y a un cheminement presque logique dans la manière d'André, puisque 15 ans auparavant, à Semur en Ossois, il copie Federico Zuccaro en changeant pas la composition et en ayant cette unique inspiration. Ici, 15 ans plus tard, en 1602, il mélange 4 inspirations différentes d'artistes qui ne sont pas du tout les mêmes d'ailleurs, et de l'italien et du flamand. Et ce tableau, finalement, c'est la porte d'entrée à la deuxième partie du dossier Ménassier, avec des considérations plus complexes autour de la réutilisation des motifs, d'André lui-même d'ailleurs, et la question de l'atelier. Donc nous voici donc à présent à Annay-sur-Serein, à une trentaine de kilomètres de Montbard, donc bien plus haut que Saint-Martin-en-Bresse où nous étions au sud de Beaune. En étant ici, on est beaucoup plus proche du vrai lieu d'activité des Ménassiers, qui est en réalité Montbard et Semur en Ossois, Semur en Ossois étant à une quinzaine de kilomètres de Montbard. On rappelle que André Ménassier, dans ses premières œuvres, signe André Ménassier de Montbard, et dans les documents d'ailleurs, il est désigné comme André Ménassier de Montbard. Donc l'atelier familial, dans lequel a sûrement travaillé Claude, était bien dans cette ville, et ils ont travaillé aussi plutôt vers Semur en Ossois, et la plupart des œuvres connues des Ménassier sont conservées dans ce secteur. Et justement, à Montbard, on conserve encore une œuvre d'André Ménassier, datée de 1599 et signée, qu'il réalise pour Guillaume Bourgeois, qui est un notable assez important à l'époque dans la ville, puisqu'on rappelle que les Ménassier, globalement, travaillent pour des commanditaires locaux, assez importants donc à échelle locale, en reprenant des grandes compositions flamandes et italiennes connues par la gravure. Et justement, cette adoration des bergers, conservée dans l'église Saint-Urse à Montbard, si elle ne reprend pas, comme certains tableaux d'André Ménassier, des gravures entières, elle s'inspire, cette fois-ci, plutôt de grandes compositions sans les copier fidèlement. On a donc affaire à une adoration assez composite et très sombre, puisque c'est peut-être souvent le thème dans ces représentations de la nativité puis de l'adoration, c'est de nuit, avec une lumière très centrale qui vient de l'enfant. Dans la partie droite de la composition, André Ménassier s'est quelque peu écarté de son influence donc raphaëlesque de Giulio Romano en réadaptant un motif qui est très ancien, que l'on retrouve déjà dans des sculptures paléochrétiennes ou des réalisations paléochrétiennes anciennes, qui est le motif du bon berger, du bon pasteur aussi, ça marche. C'est-à-dire que c'est un personnage qui se trouve sur la droite et qui porte sur ses épaules une brebis, dans des modes de représentation justement qui changent assez peu, c'est-à-dire que la brebis souvent a les jambes croisées devant et le bon pasteur la tient comme ça. Et là, André Ménassier, à droite de sa composition, a choisi de représenter ce personnage en pied, très volumineux, tandis que du coup au centre s'épanouit cette adoration des bergers qui doit beaucoup à Raphaël. Et justement, en étant à Annay-sur-Serein, nous sommes pas très loin également d'Ancy-le-Franc, le château d'Ancy-le-Franc, sur le chantier duquel va travailler André Ménassier à partir de 1596. À ce moment-là, quand André travaille sur le chantier des décors de la chapelle du château d'Ancy-le-Franc, d'autres grands artistes travaillent également
sur le chantier. C'est notamment le cas de Nicolas Dehoé, qui est un artiste à cette époque-là assez connu, voire très connu dans le secteur de Dijon, et qui a aussi travaillé sur le chantier de Fontainebleau. Donc vraiment rattaché à la seconde école de Fontainebleau, là où va plus s'épanouir un certain maniérisme dans les formes, qui va sans doute inspirer André Menassier. On a aussi des Italiens qui travaillent sur le chantier, c'est le cas de Niccolò dell'Abate, et on a notamment dans le château aujourd'hui la sublime galerie de Farsal, où des peintures murales de Nicolas Dehoé font face à des peintures de Niccolò dell'Abate. Le rôle d'André dans ce chantier, c'est vraiment le décor de la chapelle. Et là encore, il s'inspire de compositions connues par la gravure. Alors l'iconographie est assez peu commune, elle représente les pères au désert. Les compositions ont été conçues par Martin de Vos et gravées par les frères Sadler, des grands graveurs, quelques années à peine avant que André travaille sur le chantier. Donc ça prouve aussi qu'il est très au fait des nouvelles sorties, si on peut dire, des gravures, et qu'il les reçoit assez rapidement. Et là, encore une fois, André reprend entièrement le cycle des frères Sadler, ce qui nous donne un décor assez particulier, justement, très vert, très végétalisé, où on a des pères dans le désert. Alors un désert avec un bon climat quand même, pas un désert aride, on va dire. Ces peintures-là ont été restaurées à la fin du XIXe siècle, sans être trop altérées visiblement, ce qui fait que c'est encore fidèle à la main d'André Menassier. On reconnaît bien vraiment les physionomies et sa manière de travailler. Et sous ces compositions, il a également conçu des niches dans lesquelles il a peint des apôtres. Et c'est très intéressant, et c'est aussi pour ça que nous sommes ici, puisque un apôtre notamment a été repris à l'identique sur le volet latéral, sur le revers, du triptyque d'Année-sur-Serein, qui est signé Menassier et qui a été réalisé en 1608. Donc nous voici donc devant ce triptyque dans l'église d'Année-sur-Serein, ce triptyque qui est daté 1608 et qui est signé Menassier. Alors là, ce triptyque est en position fermée, donc on voit bien les revers en grisaille, une chose assez classique, assez typique pour les retables et les triptyques, pour les revers des volets. Donc on voit bien à droite Saint-Jean et à gauche Saint-Pierre. Saint-Pierre qui tient les clés, on le reconnaît bien. Et c'est justement cette figure de Saint-Pierre qui est intéressante, puisqu'elle est reprise à l'identique dans la chapelle du château d'Ancy-le-Franc, réalisée, on le rappelle, par André Menassier à partir de 1596. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est d'abord André Menassier qui a peint la chapelle, puis cette figure de Saint-Pierre a été reprise lors de la réalisation de ce triptyque justement qui est très intéressant pour la question de l'atelier des Menassier. Alors on va tout de suite l'ouvrir pour voir l'iconographie à l'intérieur. Nous voici devant ce triptyque, cette fois-ci ouvert, qui dévoile une iconographie assez classique. Donc nous avons vu que pour les volets fermés, les revers en grisaille, nous avions Saint-Pierre d'un côté et Saint-Paul de l'autre, tandis que le retable, une fois ouvert, dévoile sur son volet gauche une annonciation, au centre un calvaire, une crucifixion, et sur son volet droit une adoration des bergers. Somme toute, une iconographie très classique. D'un point de vue du style, de la composition auquel il renvoie, encore une fois, c'est des grands maîtres italiens. C'est-à-dire que pour le volet gauche, le plus simple, une très belle annonciation, elle renvoie directement à l'art de Raphaël, qui est connu par une gravure de Marco Dente da Ravenna, que les Menassier avaient dans leur atelier et ont donc utilisé ici notamment et sans doute ailleurs. Pour la partie centrale, le calvaire, il renvoie directement à un dessin d'un très grand maître italien, Michel-Ange, un dessin réalisé vers 1538 et conservé au British Museum. Donc ce dessin représente une crucifixion avec ce Christ dans une position un peu particulière, très torturée, et ses deux angelots dans les nuages à côté. Alors cette composition est aussi connue grâce à un autre Italien qui l'a copié, qui s'appelle Marcello Venusti, et on conserve notamment à Troyes un panneau attribué à Venusti, ou du moins copié d'après Venusti, qui reprend très clairement ce calvaire de Michel-Ange. De même, au Louvre, on a un panneau qui lui a été réalisé plutôt aux Pays-Bas, qui reprend très clairement le dessin de Michel-Ange. Donc c'est pour dire cette circulation sans interruption des grands modèles, des très grands peintres de l'époque. Et ici, les Menassier le reprennent directement.
Les deux donateurs sont représentés sur le panneau central, chose qui sort un petit peu de l'ordinaire puisque les donateurs ont plutôt tendance à être représentés sur les panneaux latéraux en général. Donc les deux donateurs sont sur la scène centrale, ce qui donne un panneau très allongé. Ils sont installés dans des niches architecturées qui sont séparées très clairement de la scène centrale du calvaire et notamment de la ville en arrière-plan, et ils sont désignés. C'est-à-dire que leurs noms et titres sont écrits en bas, sur le revers des marches. Donc notamment le donateur, c'est Pierre Fournier, qui était procureur au bailliage de l'Aussois, donc une personne assez importante à l'échelle locale, et sa femme, Marie Pivert. Et puis le volet droit du triptyque, cette adoration des bergers, c'est sans doute l'iconographie la plus intéressante dans cette œuvre, dans l'étude en tout cas du corpus des Ménassiers, de la production des Ménassiers. On a une adoration des bergers donc très sombre, avec des yeux ici à peine esquissés, très noirs, il n'y a même pas de pupilles. Et cette composition, on la retrouve dans d'autres œuvres qui sont liées de près ou de loin aux Ménassiers. Il y a d'abord un tableau qui est conservé à l'hôpital de Semur en Aussois, que je n'ai pas vu, mais qui est dit très abîmé, un tableau indépendant qui correspond juste à cette scène. Alors peut-être était-ce un volet, pareil, d'un triptyque qui a été séparé et le reste du triptyque a disparu, ce qui pourrait faire sens, ce qui pourrait évoquer une production sérielle de triptyques comme celui-ci. Toujours est-il que ce tableau est conservé à l'hôpital de Semur sans le reste d'un triptyque qui a peut-être existé, et c'est exactement la même scène. On a également un autre tableau conservé plus au sud de Montbard, à Montigny-sur-Armançon, qui lui pour le coup ne reprend que quelques éléments, et notamment cette figure du vieillard qui tient la lanterne, qui est très importante, qui reprend dans cette composition à Montigny-sur-Armançon, qui est également finalement une adoration, sauf que la scène de l'adoration est déportée vers la droite de la composition, tandis qu'à gauche nous avons une prairie de la nature finalement, avec des animaux, etc. Et là pour le coup, le vieillard est mis au milieu de l'adoration, presque comme ici d'ailleurs, tandis que la Vierge se rapproche aussi de cette composition, dans la manière de la représenter, c'est exactement la même chose. Et plus encore, on voit que cette composition est redevable du tableau d'André Ménassier, l'Adoration des bergers, même iconographie, qui est conservé dans l'église Saint-Urse à Montbard, réalisé en 1599, on le rappelle. Alors, bien qu'il ne reprenne pas exactement la composition d'André Ménassier, puis à Montbard c'est un tableau beaucoup plus grand, qui fait 3 mètres sur 4, il s'inspire au niveau de la lumière, de la manière de représenter les personnages et des postures surtout, notamment le vieillard courbé au premier plan. On voit que ça renvoie quand même au travail d'André Ménassier, qui était sans doute le chef, évidemment, de l'atelier, puisque c'est le premier de la dynastie des Ménassiers peintres. On a dit précédemment que d'autres Ménassiers étaient connus bien avant en Aussois, mais n'occupaient pas des fonctions de peintre. On a notamment ce Nicolas Ménassier qui est drapier en 1543 à Semur en Aussois. Un autre tableau qui, pour le coup, ne reprend pas exactement cette composition, mais qui a beaucoup interrogé, notamment Marguerite Guillaume, qui est un peu la seule à avoir travaillé sur les Ménassiers dans les années 1980, pour l'exposition La peinture bourguignonne du XVIe siècle au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Elle avait intégré dans le catalogue un tableau conservé dans l'église de Flavigny-sur-Rozerin, une belle adoration également, qui n'est pas signée, mais qui renvoie par son canon, son iconographie, sa palette aussi très acidulée, qui renvoie aux compositions des Ménassiers. Donc on avait pu le rapprocher peut-être de Claude, ce tableau. En vérité, il est clair qu'il est lié aux Ménassiers, à la production des Ménassiers, mais on voit bien que ce tableau, même s'il n'est pas signé, est clairement redevable à l'art des Ménassiers et provient peut-être de l'atelier des Ménassiers, comme le tableau de Montigny-sur-Armançon, qui pour le coup se rapproche vraiment du tableau de Flavigny-sur-Rozerin, bien que le tableau de Montigny soit signé Claude Ménassier. Et la question de la signature est justement très importante dans le dossier Ménassier, puisqu'on commence donc avec André, qui pour ses premières œuvres connues en 1587 et 1588, donc la dispute du Saint-Sacrement de Semur en Aussois et la reprise de Fra Bartolomeo à l'hôpital de Saulieu, il signe en lettres majuscules orange André Ménassier de Montbard a fait, tandis que plus on avance, plus les signatures varient. Donc on a notamment un tableau qui est conservé dans l'église Sainte-Colombe d'Ancy-le-Franc, donc pas dans le château mais dans l'église du village, une grande déposition qui est signée Ménassier et dont la signature ressemble à la signature qui est sur ce triptyque. Donc on va regarder tout de suite. Donc ce triptyque, daté 1608, est signé juste ici. Donc on voit bien Ménassier Féquit, 1608. La signature est assez particulière, c'est-à-dire que le M se prolonge dans sa partie inférieure et le S prend une forme très ample et très grande et rejoint le M.
La signature de la déposition d'Ancy-Lefranc est assez similaire, sauf que un A semble s'insérer dans le M, ce qui a poussé une attribution à André Ménassier, bien que l'œuvre soit légèrement inférieure en qualité, par exemple à la dispute du Saint-Sacrement. Mais le A montre une ascendance avec André. Ce triptyque, en revanche, est juste signé Ménassier. Nous n'avons pas de prénom. Et je pense que c'est une œuvre très importante, assez charnière dans le dossier Ménassier, pour l'étude notamment de la question de l'atelier. On a parlé du tableau de l'hôpital de Semur-en-Auxois, qui reprend clairement l'iconographie et le mode de représentation de l'adoration des bergers. Celui-ci, comme je le disais, s'intégrait peut-être dans un triptyque qui était produit en série pour des commanditaires locaux, comme Pierre Fournier, juste ici. Donc pour moi, cette signature et ce triptyque est le reflet du travail de l'atelier des Ménassier. Donc sans doute André qui continue à y travailler, bien qu'on ne sait pas en quelle année il meurt, Claude qui y travaillait déjà, et peut-être d'autres membres de la famille. On rappelle qu'un tableau est conservé à Millery, à côté de Semur-en-Auxois, daté de 1627 et réalisé par un certain Itier Ménassier. Ce tableau, qui lui aussi est redevable à Raphaël, évidemment, c'est une annonciation, est le seul tableau connu de ce Itier Ménassier qui n'est presque pas trouvable dans les documents, d'ailleurs, pour l'instant en tout cas, dans les documents d'archives. Je pense que c'est un aspect du dossier à étudier, cette question de l'atelier, et surtout des artistes qui ont peut-être travaillé après André et Claude, puisque André et Claude, donc un certain nombre d'œuvres sont connues. Pour André, on en a plus de 5. Pour Claude, on a quand même le très beau Martyr de Saint-Laurent d'Arnay-le-Duc qui est signé et qui est une très belle composition, qui prouve que c'était un peintre d'une certaine qualité tout de même, une qualité supérieure à ce que l'on peut voir sur ce triptyque, sur le panneau de Flavigny-sur-Ozerain et sur le panneau de Montigny-sur-Amançon, qui sont sans doute le reflet d'un travail d'atelier assez important, puisque les Ménassier avaient peut-être pignon sur rue à Montbard et travaillaient pour ces commanditaires locaux, puisque l'adoration des bergers de Montbard, réalisée par André en 1599, est réalisée par Guillaume Bourgeois, qui est un homme très important, qui a travaillé au Parlement de Bourgogne, donc des commanditaires assez haut placés tout de même. Et de même, pour terminer sur cette question de l'atelier, il est probable, sans doute c'est peut-être possible en tout cas, qu'André Ménassier, sur le chantier de la chapelle d'Ancy-Lefranc, soit venu avec les membres de son atelier, puisque c'est un chantier très important, c'est des compositions volumineuses, très grandes. Il est peut-être possible qu'il soit venu avec son atelier, ce qui expliquerait que l'on retrouve la figure de Saint-Pierre sur ce triptyque à l'identique dans la chapelle d'Ancy-Lefranc. Donc peut-être que l'atelier, par exemple, a pu concevoir les niches inférieures de la chapelle représentant des apôtres, avec des motifs qu'ils avaient déjà utilisés et qu'ils réutiliseront après, tandis qu'André réalisait les parties supérieures, les plus grandes compositions, entre guillemets, les Pères au désert, d'après les gravures des Sadler. Toutes ces problématiques et questions, soulevées notamment par le triptyque et cette question de l'atelier, soulèvent des perspectives et des axes de recherche très stimulants qui vont nourrir nos publications et nos recherches dans les prochains mois et prochaines années.